Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme leur nom l'indique, peuvent être assez destructeurs et on peut les adapter au couple et à la relation de couple tout simplement ou à n'importe quelle relation. Et moi, je vous invite à observer comment ils arrivent dans votre quotidien et quelle place ils prennent dans vos relations pour pouvoir les atténuer et juste les mettre en conscience parce que quand on met les choses en conscience, après, il y a quelque chose qui s'ensuit dans l'action qui peut être qui peut se faire différemment, en fait, pour améliorer nos liens dans la vie de tous les jours. Et c'est des personnages, en fait, les 4 cavaliers qui annonçaient la fin du monde selon des visions du prophète Zacharie. Et puis, ils sont mentionnés en fait dans le livre de l'Apocalypse. Donc en fait, dans l'histoire, ils sont montés sur 4 chevaux de couleurs différentes et ils sont porteurs d'un grand fléau qui sont l'esprit de la conquête, la guerre, la famine et la mort. Donc on peut dire qu'ils annoncent en fait l'Apocalypse. Ils annoncent du mal, ils annoncent du malheur. John Gottman, qui étudie les couples depuis tellement d'années, qui a fait tellement d'études sur les couples qui sont assez passionnantes, je trouve, a identifié 4 cavaliers qui interviennent, tels ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, dans nos relations de couple. Donc, ces 4 cavaliers, c'est la critique, le mépris, la contre-attaque et la fuite. Et ça, c'est quelque chose qui va détruire à petit feu votre jardin relationnel quand on n'y prête pas attention. Donc quand on les reconnaît, on les met en lumière, finalement on peut faire différemment. On peut couper des vieux schémas relationnels qui sont là en général comme un masque qu'on porte, comme le cynisme, comme le mépris, pour se protéger. Quand on envoie une petite pique, qu'on a du mépris dans la relation, souvent c'est un masque qu'on porte pour ne pas montrer la réelle émotion qui se trouve dessous. La tristesse, la frustration, ce qui nous touche. Et on pense qu'en montrant ça à l'autre, l'autre va comprendre et faire différemment. Mais non, ça commence par vous. Vous pouvez identifier vos 4 cavaliers et essayer de les améliorer et de communiquer différemment. Ça va favoriser votre bonheur dans la relation. Et Gottman, il dit que les couples malheureux, ils vont parler beaucoup, beaucoup plus des défauts de l'autre, de ce qui va pas chez l'autre, plutôt que de parler de ce qui va. Et le constat que moi je fais, c'est que beaucoup de personnes vont parler de l'autre fait ci ou ne fait pas ça et vont focaliser leur énergie sur l'action et le comportement de l'autre, mais pas sur son propre comportement dans l'espace relationnel. Et c'est important de pouvoir soit changer aussi le mode de communication, parler de ce qui va, regarder l'autre avec les yeux de la confiance et identifier ce qu'on fait aussi vivre à la relation. Les couples qui sont heureux, qui sont en harmonie, ils font 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Et ils apprennent à gérer ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, le premier, la critique, elle est néfaste dans la mesure où ça crée une tension immédiate entre les deux. Si j'ai eu des parents qui étaient tout le temps en train de me critiquer et de me montrer ce que je faisais pas bien et pas souvent ce que je faisais bien, dès que mon ou ma partenaire va me montrer ce que je fais pas bien, ça m'active mon système nerveux et là, je passe en mode défense. D'accord ? Et du coup, une critique, ça vise directement la personne, qui elle est ou ce qu'elle fait. Et elle est identifiable parce que souvent, elle utilise le « tu qui tue ». Tu penses jamais à moi. Tu vas jamais faire les courses. Tu m'écris jamais. Tu es égoïste. Ok ? Pardon. La critique, elle est dangereuse parce qu'elle entraîne de manière systématique une contre-attaque en face. Si dans l'espace relationnel, je mets de la critique, c'est comme si j'envoyais quelque chose d'apocalyptique, l'autre, ça se transforme en champ de mine, l'autre va pas y mettre des fleurs. Donc, l'autre va contre-attaquer. Une alternative à ça, c'est d'apprendre à vous exprimer à partir du « je ». Je ressens que, ce qui m'a touché, c'est...
de partir depuis votre émotion, de ce que vous ressentez, de votre ressenti, et d'apprendre un peu plus à le formuler de manière positive. Donc c'est-à-dire, j'apprends à dire « Ah, tu sais, je rêve de ça. Ça me ferait tellement plaisir que tu fasses ça », plutôt que de formuler ce que je veux pas et ce qui m'énerve sous forme de critique. C'est-à-dire que je vais trouver un message, une manière, de faire passer le message sans aller critiquer l'autre. Ça vous permet de faire l'entonnoir une fois que toutes les deux ont émis en fait ce qui leur convenait pas. On peut proposer des alternatives et l'objectif c'est d'arriver à des consensus, à des ententes où il y a des doubles gagnantes. Parce que une fois que tous les deux ont été dans la vulnérabilité et parlé à partir du jeu, on peut passer à l'étape d'après qui est je propose que, alternative 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'autre fait pareil. Et dans les 12 alternatives, je peux vous dire que vous allez trouver un terrain d'entente. Donc c'est vraiment, encore une fois, d'ouvrir à une communication différente et à oser la vulnérabilité. Le deuxième, c'est le mépris. Le mépris, c'est vraiment quand je vais dénigrer l'autre. Ça peut être de l'ironie, du sarcasme, du cynisme, des insultes, de la moquerie. Donc ça peut être au niveau verbal, au niveau des mots que j'emploie. Et ça peut être aussi au niveau du non-verbal. On dit que le non-verbal, souvent, il prend 80% de la place dans la relation. Le non-verbal, ça peut être un grand soupir dès que l'autre me parle, du style... Ça peut être je lève les yeux au ciel, ou je ricane. Je fais une moue qui est dédaigneuse, ou j'assassine du regard l'autre. Et là, je lui fais sentir par mes mots ou mon non-verbal, t'es incapable, t'es pas assez, tu fais rien comme il faut, t'es toujours à côté de la plaque. Et l'objectif, en fait, du mépris, même si c'est inconscient, même si c'est un de vos costumes de survie, c'est de faire en sorte que l'autre se sente sans valeur, pas assez, nul, inutile, voire coupable, de faire culpabiliser l'autre. Et en fait, quand je fais ça, je me place dans un état, à un niveau de supériorité, morale ou physique. Et ça, c'est pas ok. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes intelligences, pas les mêmes pensées, mais personne n'est supérieur à personne. Ça part de l'ego. Le mépris va être alimenté par des ruminations antérieures, des frustrations qui durent des mois ou des semaines à l'intérieur, ou des pensées négatives à propos de l'autre. Et là, encore une fois, j'arrive pas à partir du jeu et de m'exprimer différemment, de manière un peu plus bienveillante à travers une lettre, un mail ou autre. Le mépris, c'est un poison. Et il est souvent vecteur de divorce parce que aussi, quand je méprise, ça veut dire que je vois plus ce qui est négatif en permanence que ce qui est positif. Donc, je m'intoxique moi-même au fil du temps et je peux plus du tout admirer l'autre. Quand mon cerveau, il va tout le temps chercher la petite bête et voir ce qui est pas là. Donc, l'alternative du mépris, c'est vraiment d'adopter une attitude qui est plus positive, un regard qui est plus positif sur ce qui est là, sur des marques d'affection et de tendresse, des gestes de tendresse, de l'empathie, de la compassion, d'apprendre à respirer avant de parler, d'écouter avant de parler et de rebondir, et d'identifier chez soi à quel moment je me mets dans une position de supériorité, de je sais plus que toi, je sais mieux que toi, ça c'est ma vérité et c'est pas la tienne. Ok ? À la place de ça, je remplace tout ça par de la reconnaissance. Je dis merci pour tout ce que l'autre fait, de la tendresse, des remerciements, des compliments, de la bienveillance. Le troisième, c'est la contre-attaque qui est souvent une conséquence des deux autres. Souvent, c'est un mécanisme de défense que je vais utiliser qui est légitime face à la critique que je reçois. Mais ça résout rien parce que quand je contre-attaque, ça fait le ping-pong. Et ça surenchérit le conflit, ça surenchérit la violence. Ça envenime votre lien et en fait, j'ai tellement envie d'exister que je vais balancer le tu qui tue en retour. Tu compliques toujours tout, t'exagères, tu m'écoutes pas, t'as rien compris. Et en fait, là, on peut plus partir du je ressens, on peut plus trouver de solution ensemble et souvent, ça finit tellement en gradation que tous les deux se séparent fâchés. Et le grand danger de ça, qui mène aux ruptures et aux séparations et à la fuite dans le couple, c'est qu'on ne se retrouve pas après le conflit. Parce que si je reste juste dans voir le négatif, mais que je ne fais pas une plongée dans les abysses de moi-même pour aller trouver ce qui me touche et le transmettre à l'autre d'une autre manière, ben en fait, on règle jamais le conflit
Et au fil des mois et des années, il y a le tas de rancœur qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et au bout d'un moment, on est juste complètement déconnecté. Une des alternatives à la contre-attaque, c'est « je reconnais ma part de responsabilité ». Je m'excuse quand il faut. Je réponds pas à une critique par une autre critique. Je considère ma part de responsabilité et si je suis pas d'accord, je prends les dires avec moi et je transmets ce que je pense d'une autre manière à un autre moment, sans entretenir ce ping-pong de conflit qui va nous déconnecter complètement. Le conflit, inconsciemment, c'est aussi de mettre de l'énergie dans la relation par peur de perdre le lien. Mais il marche pas. Vous pouvez regarder la vidéo sur le conflit, comment gérer le conflit dans le couple. Et d'ailleurs, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à les liker, parce que ça fait tourner la chaîne et ça touche plus de monde, parce que c'est des messages importants. On vit ça tous les jours dans des relations, souvent. Et mon but, c'est vraiment que vous puissiez éventuellement échanger entre vous dans les commentaires, mais prendre ces messages et avoir des outils pour améliorer vos amours, vos relations amicales avec vos enfants, vos collègues, et améliorer le monde tout simplement. C'est vraiment mon objectif. Et le dernier, c'est la fuite. La fuite, c'est une stratégie d'évitement. Et en fait, quand je fais ça, j'ai la croyance que je vais protéger la relation et éviter le conflit. Mais il y a le silence par la punition, il y a la fuite qui ne répond à rien. Et ça fait monter le tas de rancœur aussi. Ça génère une source de stress et ça mène à la confrontation à un moment donné. Donc quand je me mets en retrait pour couper court à toute forme de communication, l'autre s'exaspère, se sent abandonné, se frustre et ressent « Ah bon, je suis jamais écoutée » et ça marche pas non plus. Donc l'alternative à la fuite, c'est vraiment je décide ensemble, je trouve un mot qui dit stop, je fais une vraie pause dans la conversation, je vais dans les abysses de moi-même, trouver ce que je ressens, ce qui me touche, ce que je propose différemment, ce que je veux vivre différemment. Et à un autre moment, je fais une invitation à mon ou ma partenaire pour dire « Viens, moi c'est ça qui me touche, c'est ça que je ressens, c'est ça que je te propose, c'est ça que je veux, et toi ?» Et là, on joue carte sur table, on met toutes les alternatives sur la table pour en faire quelque chose à deux. Et on reprend cette conversation plus tard de manière plus posée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'identifier tout simplement, c'est quand que j'utilise le cynisme, le mépris, la critique et la fuite, la contre-attaque. Qu'est-ce que j'arrive pas à gérer dans mon émotion, dans ma réactivité, dans peut-être la gestion de la colère, de la frustration, de mes attentes, et d'entourer d'amour ces parties-là de vous. De pas les combattre, de dire « Ok, ça fait partie de moi, elles ont une histoire, ces parties-là. Si elles se sont construites, c'est parce qu'à un moment dans ma vie, elles m'ont protégée. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin parce que c'est pas constructif dans mes schémas relationnels. C'est pas ça qui m'aide à me connecter à l'amour. Et moi, ce que je veux, c'est d'être aimée et d'aimer en retour, dans les deux sens. Et ce petit outil, il peut vous aider. Belle découverte et merci beaucoup pour votre écoute, à bientôt. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme leur nom l'indique, peuvent être assez destructeurs et on peut les adapter au couple et à la relation de couple tout simplement ou à n'importe quelle relation. Et moi, je vous invite à observer comment ils arrivent dans votre quotidien et quelle place ils prennent dans vos relations pour pouvoir les atténuer et juste les mettre en conscience parce que quand on met les choses en conscience, après il y a quelque chose qui s'ensuit dans l'action qui peut être qui peut se faire différemment en fait pour améliorer nos liens dans la vie de tous les jours. Et